hyperventilation à l'hémolaire, et progressivement, le patient va rentrer dans un cercle vicieux jusqu'à ce que ces troubles qui au début sont cantonnés au moment du sommeil viennent à se manifester dans la journée et vont être au premier plan pour certaines pathologies. Donc on décrit ce continuum en fait avec la progression de l'atteinte de la capacité vitale au fur et à mesure qu'elle diminue, l'installation d'une insuffisance respiratoire qui va se manifester de plus en plus, de façon de plus en plus importante dans la vie du patient avec une augmentation de l'handicap respiratoire. Et avec au départ simplement des anomalies des gaz du sang pendant le sommeil, puis des perturbations des examens du sommeil, puis des perturbations du sommeil qui vont se manifester par des signes diurnes traduisant donc, ces perturbations du sommeil jusqu'à ce qu'on arrive à un stade d'insuffisance respiratoire où les gaz du sang diurnes deviennent anormaux et qu'on évolue progressivement vers une insuffisance respiratoire sévère. Donc le point commun à tout ça, c'est une corrélation entre l'atteinte respiratoire et l'atteinte des muscles respiratoires. Et donc quand on met en parallèle la force des muscles respiratoires et l'acapnie, on voit que celle-ci, l'acapnie, va augmenter au fur et à mesure que les muscles respiratoires deviennent de plus en plus faibles. Et donc l'apparition de l'hypercapnie traduit bien une aggravation importante de la fonction des muscles respiratoires. L'autre point qu'il est important de garder en tête, c'est qu'on pense à une atteinte respiratoire, on pense à atteinte diaphragmatique et atteinte de la ventilation, mais il faut bien se rappeler, on a vu suivant les maladies, les atteintes ne sont pas toujours homogènes, et on a une atteinte respiratoire qui ne se limite pas aux muscles diaphragmatiques, mais qui peut aussi toucher les muscles expiratoires, ce qui va avoir une importance dans la vie de ces patients, puisque ça va provoquer des manifestations cliniques avec la nécessité de les prendre en charge. Et donc, si on se souvient que les maladies neuromusculaires ne concernent pas que les muscles respiratoires, ça peut aussi toucher les muscles expiratoires et altérer la touffe. Donc ça, c'est majeur puisque ça expose les patients à des risques d'encombrement et de surinfection, mais également toucher les muscles des voies aériennes supérieures, soit du fait d'une atteinte bulbaire, soit du fait d'une atteinte musculaire pure locale qui va conduire à une dysfonction glottique. Et cette altération des voies aériennes va conduire à une altération de la touffe et également à une augmentation des phénomènes obstructifs au cours du sommeil, donc à une majoration de l'hypoventilation alvéolaire nocturne. Et donc tout ça contribue aussi à augmenter la morbidité des patients avec des risques d'inhalation, des risques d'encombrement et de surinfection qui peuvent mettre en danger la vie des patients. Et donc juste pour se souvenir, la toux va dépendre, l'efficacité de la toux des patients va dépendre d'une intégrité des muscles respiratoires, puisque pour tousser efficacement, il faut faire d'abord une capacité inspiratoire augmentée, donc mettre en jeu les muscles diaphragmatiques. Ensuite, on ferme la glotte, et puis on va commencer à mettre en jeu les muscles expiratoires pour augmenter la pression sous-glottique. Et puis là, on va réouvrir la glotte, et c'est là on fait cette expulsion très forte qui va nous permettre de tousser. Et donc c'est des phénomènes, si on voit que si tous les muscles respiratoires sont touchés, on va avoir une atteinte de la toux, mais si on a une atteinte uniquement des muscles glottiques et ou expiratoires, on va aussi avoir une atteinte de la toux. Et là vous voyez des débits de toux, donc la toux qui diminue. Donc ici avec un sujet normal qui fait 800 litres minutes de débit de toux. Ici un sujet neuromusculaire qui a donc déjà une altération de la toux et une bonne structure, donc il doit avoir une bonne fonction glottique, et qui est plus qu'à 300 litres minutes. Et ici, un patient qui a en plus une atteinte bulbaire, c'est ce qu'on peut voir dans les SLA, et il y a une atteinte glottique qui fait que la toux est très inefficace, et donc ça va mettre les patients en difficulté en cas d'encombrement. Donc, c'est le terrain de ces atteintes respiratoires, quels vont être les signes cliniques. Et c'est là que c'est un peu difficile, parce que souvent ce sont des signes cliniques qui sont discrets, c'est des maladies d'installation progressive le plus souvent. L'installation de l'insuffisance respiratoire est insidieuse, et si bien que les patients ont peu de plaintes, ce d'autant que l'atteinte motrice est importante parce qu'il va être peu confronté à une limitation des efforts, où il pourrait démasquer donc, cette insuffisance respiratoire. Et donc il faut vraiment traquer les symptômes parce que souvent ils ne sont pas au premier plan, même si très souvent on les retrouve quand on est au stade d'insuffisance respiratoire. Et c'est des patients qui sont peu impressionnants pour les pneumologues par exemple, parce que c'est des patients qui ont cette paralysie musculo-respiratoire, qui n'ont pas des grands signes de détresse respiratoire quand ils sont en difficulté. Si bien que quand on trouve des signes de détresse respiratoire, ça veut dire que le patient est déjà à un stade très évolué et ça veut dire qu'il est en danger avec une atteinte respiratoire majeure. Donc ce qu'on va rechercher, c'est une dyspnée, mais qui est souvent discrète, ou peu exprimée par le patient, pour les raisons qu'on a dit, des atteintes motrices importantes qui font qu'ils sont peu confrontés à une limitation d'effort. Une orthopnée qui va traduire une atteinte diaphragmatique majeure,
On ne la retrouve pas dans toutes les pathologies neuromusculaires parce que ça dépend aussi des autres atteintes musculaires, mais quand c'est une atteinte isolée du diaphragme, comme par exemple les maltase acides, souvent l'orthopnée intense avec des patients qui ne peuvent pas se mettre en position allongée. Et puis les signes de paralysie, donc c'est la diminution de l'ampliation thoracique, la respiration paradoxale, éventuellement la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, mais toujours la même chose, c'est une parésie des muscles, donc elle est peu impressionnante, il faut la rechercher, et surtout bien rechercher une atteinte de la touffe, de l'efficacité de la touffe, et puis une histoire aussi d'épisodes d'infection à répétition, puisque toutes ces atteintes les exposent à des infections pulmonaires. Avec en plus probablement une modification de la sensation de la dyspnée. Ça, c'était une étude qui regardait chez les patients neuromusculaires auxquels on imposait une charge inspiratoire qui était leur perception de la dyspnée. Et donc on leur imposait une charge inspiratoire progressivement croissante. Et vous voyez que les patients ont un ressenti de la dyspnée qui est moins important que les sujets normaux. Donc ça aussi, ça contribue au fait que les signes cliniques sont souvent peu parlants. Et il y a peu de plaintes des patients, il faut souvent aller chercher cette limitation, parce que la plainte spontanée est rare et souvent assez évoluée. Et puis il va falloir chercher, on a vu que c'était préférentiellement une hypoventilation, en premier lieu une hypoventilation alvéolaire nocturne avec des perturbations du sommeil. Donc on va rechercher systématiquement des symptômes qui traduisent ces troubles du sommeil, donc des symptômes classiques des troubles du sommeil, l'asthénie matinale qui traduit donc un sommeil peu réparateur, des céphalées à prédominance matinale, des réveils nocturnes multiples avec des polyacuries nocturnes. Là, c'est pas toujours facile parce que souvent ce sont des patients qui ont des atteintes motrices et qui ont besoin d'être mobilisés. Donc c'est bien faire la part des choses. Est-ce que ça cause des douleurs de positionnement ou il y a effectivement des réveils nocturnes fréquents? Éventuellement une somnolence diurne et des troubles de la concentration ou des troubles cognitifs qui peuvent traduire cette atteinte respiratoire nocturne. Et de façon systématiquement, comme je vous l'ai dit, comme ça ne touche pas les muscles inspiratoires, mais tous les muscles respiratoires, l'atteinte de la toux, là je redis, mais c'est vraiment majeur pour ces patients. Une atteinte de la phonation, avec des voix qui sont un peu étouffées, qui sont peu fortes, puisque justement elles ont du mal à augmenter l'intensité, qui peuvent traduire des atteintes respiratoires très importantes. Et puis une perte de poids, c'est un élément significatif pour nous, parce que ça signe souvent un signe d'évolution de l'atteinte respiratoire, avec des patients en fait, qui dépensent une telle énergie pour maintenir leur ventilation, ils n'arrivent plus à prendre de poids, voire en perdre. Et pour nous, c'est un élément très fort dans les signes cliniques de se dire qu'il est temps de ventiler les patients. Et puis, évidemment, rechercher une atteinte de la déglutition, parce que ça va être un risque surajouté d'inhalation et donc d'exposer le patient à des surinfections bronchiques qui peuvent le mettre en danger. Et donc quand on regarde, donc ça c'était une étude qui s'intéressait à plus de 300 patients neuromusculaires, et donc il y en avait 260 pour lesquels la ventilation a été décidée de façon programmée, et donc ils recueillaient les différents symptômes présentés par les patients, et on voit qu'au premier plan, des symptômes rapportés au moment de la ventilation, il y a quand même souvent des symptômes, mais au premier plan c'est la somnolence, puis la dyspnée, et les déficits de touffe, et les céphalies. Mais quand on regarde pathologie par pathologie, ce qui traduit bien que les atteintes ne sont pas toujours homogènes, on voit que c'est différent. Et donc ils avaient des plus grosses cohortes de patients porteurs de Duchenne, de myoclonitis ténère et d'amyotrophie spinale, ainsi que de sclérose latérale amyotrophique. Et vous voyez que chez le Duchenne, c'était plutôt des signes en rapport avec le trouble du sommeil, somnolence, céphalée, peu de ressenti de la dyspnée, avec des patients qui ont au stade de l'insuffisance respiratoire, donc une atteinte motrice majeure, donc on peut concevoir qu'ils aient du mal à ressentir cette dyspnée, alors que vous voyez que chez les SLA, c'est au premier plan des symptômes présentés par les patients. Et puis chez les CNR, donc avec cette atteinte particulière, je vous disais, elle n'est pas uniquement musculaire, mais elle est très probablement une atteinte des centres respiratoires et des hypersomnolences qui ne sont pas toujours, se traduisent pas toujours par qui ne traduisent pas toujours une atteinte des muscles respiratoires. Donc vraiment au premier plan, l'hypersomnolence et peu d'autres symptômes rapportés par les patients, mais sachant qu'ils ont aussi ce problème de négliger un peu leurs symptômes. Et puis d'autres maladies comme l'amyotrophie spinale, où l'atteinte diaphragmatique est souvent moindre que l'atteinte des muscles respiratoires accessoires, on voit que là, au premier plan, c'est le déficit de la toux qui va être présenté par ces patients. Donc des tableaux différents, mais des symptômes qu'il faut quand même essayer de trouver, qui sont souvent pas rapportés par les patients, et ça nous arrive souvent de ventiler les patients qui disent « moi j'ai pas de symptômes », et c'est a posteriori qu'ils vont nous dire « en fait ça va mieux », alors qu'au départ, ils ne se plaignaient de
qui comportent des EFR qui vont permettre à la fois de diagnostiquer l'atteinte respiratoire et d'en surveiller l'évolution. Et ce qui est idéal, c'est de pouvoir coupler à ces EFR, qui sont des examens standards d'exploration de la fonction respiratoire, des examens plus spécifiques de l'exploration musculo-respiratoire, donc avec des mesures des performances musculaires respiratoires. Les gaz du sang aussi, qui vont nous permettre d'évaluer l'impact de cette atteinte respiratoire sur la ventilation, puisque c'est là qu'on va mettre en évidence l'hypercapnie qui va traduire l'hypoventilation alvéolaire. Et également, puisqu'on a vu que la première atteinte, c'est une atteinte nocturne, des évaluations de ce qui se passe pendant la nuit, donc avec un examen du sommeil qu'il va falloir décuter en fonction des moyens disponibles. Donc en ce qui concerne les EFR, donc quel est le tableau? Eh bien, donc là, ça c'est un sujet normal et un sujet neuromusculaire. Et ce qui se passe, c'est que donc on a ici ce qu'on appelle les volumes mobilisables. Donc c'est la capacité vitale qui est la somme entre la capacité inspiratoire et le volume de réserve expiratoire. Et donc c'est ça qui va être en priorité touché dans les maladies neuromusculaires, parce que c'est une maladie musculaire. Et donc l'atteinte qu'on va observer, c'est une atteinte des volumes mobilisables. Et ici, le volume résiduel qui représente les volumes non mobilisables. Et donc ce qui se passe sur une maladie débutante, bien, du fait de la paralysie des muscles respiratoires, on a une diminution de ces volumes mobilisables, donc de la capacité vitale, avec une augmentation paradoxale du volume résiduel. Et donc ça donne un tableau qui parfois peut être piégeant pour les pneumologues, parce que ce sont des atteintes où, dans un premier temps, on peut avoir une capacité pulmonaire totale qui est conservée. Or pour le pneumologue, l'atteinte restrictive, l'atteinte des volumes, on la juge sur la fameuse CPT, capacité pulmonaire totale. Et donc ces patients, au début de la maladie, ils vont avoir une atteinte plus importante de la capacité vitale que de la capacité pulmonaire totale, d'où l'obsession des pneumologues qui s'occupent des patients neuromusculaires pour la sécurité. Donc c'est un tableau d'insuffisance respiratoire restrictive, mais avec ce bémol que dans une atteinte débutante, la capacité pulmonaire totale qui nous sert normalement en pneumologie pour définir une insuffisance respiratoire restrictive peut être conservée. Donc là c'est la même chose par exemple. Donc on a d'abord une diminution de la capacité vitale qui est plus importante que celle de la capacité pulmonaire totale et une augmentation relative du volume résiduel. Et c'est un piège pour le pneumologue parce que ce tableau d'augmentation du volume résiduel, c'est ce qu'on voit aussi dans les maladies obstructives, mais avec des tableaux, des courbes, des volumes qui sont très différentes. Donc normalement, il faut l'évoquer, mais c'est pas toujours facile quand on n'a pas l'habitude de voir ce type de tableau. Et puis deuxième point, qui est très important, c'est si on allonge le patient et qu'il a une atteinte diaphragmatique majeure, on peut voir une chute de la capacité vitale en décubitus dorsal supérieure à 25%. C'est physiologique d'avoir une chute de la capacité vitale en dorsale, mais voilà, excusez-moi. Mais elle est de moins de 15%, et donc quand on a une chute de plus de 20 à 25%, c'est très évocateur d'une insuffisance diaphragmatique. Donc ça, c'est un petit moyen qui permet aussi de s'orienter vers une atteinte des muscles respiratoires. Et donc ici, l'exemple du tableau présenté par un patient musculaire, vous voyez qu'il y a cette discordance avec une capacité pulmonaire totale qui montre là quand même un syndrome restrictif, mais qui est moins importante que ne veut la capacité vitale. Et c'est avec ça que le patient va respirer. Il est à 25%, donc il a une atteinte sévère, beaucoup plus importante que ne le laisse croire la capacité pulmonaire totale. Et vous voyez ce phénomène d'augmentation du volume résiduel, qui est une fausse augmentation du volume résiduel, c'est juste une répartition inégale des volumes respiratoires. Donc c'est pour ça qu'on va recommander dans ces pathologies un suivi de la capacité vitale, à la fois pour évaluer la sévérité de l'atteinte et l'évolutivité de cette atteinte, plus que de la CTT par rapport à d'autres maladies respiratoires. Là, un exemple de l'atteinte diaphragmatique. Donc, vous voyez ici un patient qui a une capacité vitale, bon, lui il a une répartition plutôt homogène des volumes. Il a une capacité vitale qui est à 50%, on se dit bon, il a une atteinte respiratoire importante, mais ça va. Sauf que quand on l'allonge, il n'a plus que 27% de capacité vitale. Et donc, quand on le voit en position assise, qui est la position normale des EFR, on se dit il a une atteinte respiratoire, mais j'ai de la marge. En revanche, quand on le voit allongé, il a une atteinte respiratoire sévère, donc il a insuffisance respiratoire sévère la nuit, période où il va risquer de présenter des hypoventilations alvéolaires, et donc on ne va pas envisager le patient de la même manière, puisque ça traduit une atteinte diaphragmatique majeure, avec une atteinte sévère qui probablement va requérir une ventilation. Donc vous voyez une chute de presque 50% de la capacité vitale entre la position assise et la position couchée. Ça c'est un exemple de patient qui présentait un déficit en maltodextrine.
Et donc ça, c'est un petit moyen, mais qui va dépendre en fait du mode d'équipement de vos physiologistes. Mais c'est un moyen intéressant de faire cette mesure assis-couché. Évidemment, si on n'est équipé que de cabines de plethysmographie pour mesurer les volumes, on ne va pas pouvoir le faire, mais pour les gens qui ont des techniques de dilution, alors là je verse un peu dans la technique, des gaz, on peut faire ces mesures assis-couché. Ça coûte pas cher et quand on trouve ça, c'est très évocateur d'une atteinte diaphragmatique majeure. Le problème, c'est que c'est peu sensible, donc on peut quand même avoir une atteinte respiratoire importante sans retrouver ce delta de CD, mais c'est un petit moyen qui permet de voir l'atteinte respiratoire. Et puis, idéalement, c'est de pouvoir compléter donc, ces EFR standards par des mesures de la fonction des muscles respiratoires. Et dans les mesures facilement réalisables, il y a les mesures non invasives des pressions respiratoires qui vont refléter d'une part la fonction des muscles respiratoires, d'autre part la fonction des muscles expiratoires. Et donc, en ce qui concerne les muscles respiratoires, on a deux principales techniques que je vais vous décrire. Donc, c'est les pression inspiratoire maximale et les SNP. Et donc ce qu'on observe dans les atteintes neuromusculaires, ce sont une diminution de ces pressions inspiratoires et des SNP. Les pressions inspiratoires maximales, ça marche comment? Donc on met un ampule buccale, on fait bouche du patient, et on va lui faire un effort inspiratoire maximum, avec ici un manomètre, donc ça peut être lié à la machine de FR où il y a des systèmes qui permettent de mettre un manomètre, de faire des petits montages manuels pour évaluer les pressions inspiratoires, avec une valve anti-retour. On va boucher l'inspiration et on fait inspirer au maximum le patient contre une occlusion quasi complète. Quasi complète, pourquoi? On laisse une petite fuite d'air de manière à ce que les voies aériennes ne se collapent pas sur cet effort. Et on va demander au patient de soutenir l'effort maximum, 2 à 3 secondes, en lui demandant d'essayer de ne pas faire d'effort de succion, c'est-à-dire pas comme ça, pas de rentrer les joues, parce qu'on ne peut pas mesurer les muscles des joues évidemment, mais donc de faire cet effort inspiratoire. Et quand on peut avoir un retour visuel, on va mesurer la pression maximale au plateau à 1 seconde. Et donc ça donne ce type de résultat, avec ici des pressions normales, vous voyez, qui sont à 120 cm d'eau, et un patient qui avait plus de mal à faire le pic. On va regarder à peu près une seconde et demie, et lui, il n'a plus que 40 cm d'eau. Et on considère en gros que des PImax sont. Alors il y a des normes, c'est moins robuste que les normes de l'EFR, mais des PImax supérieurs à 80 cm d'eau sont des PImax normales. Et à partir en dessous, on va commencer à se poser la question d'une atteinte respiratoire. Et on va retenir, je vous montrerai tout à l'heure dans les critères d'indication de ventilation, des normes de pression inspiratoire maximale qui vont faire se poser la question de démarrer une ventilation, parce que ça traduit une atteinte respiratoire importante. Deuxième technique, c'est les SNP. Et donc le principe, c'est de mettre un capteur de pression au niveau d'une narine. Ici, vous voyez, hop, c'est relié à un capteur de pression. Et on ne bouge pas l'autre narine, et on va demander au patient de faire un reniflement maximal, comme ça. Aujourd'hui, il y a la goutte au nez, il faut qu'elle remonte, et on les fait inspirer très fort. Si possible, on fait un retour visuel pour essayer de motiver le patient. Et ça, c'est démontré dans la littérature. Il y a une corrélation entre la pression nasale qu'on recueille chez ces patients et la pression œsophagienne qui traduit donc, la force diaphragmatique. Et donc, ça va donner une évaluation des pressions inspiratoires et donc du fonctionnement du diaphragme. On fait plusieurs mesures, je n'ai pas dit pour les PImax, mais c'est pareil pour ces deux techniques. Ce sont des techniques qui dépendent de la coopération du patient et de son apprentissage. Donc c'est des mesures répétées, au moins 3 ou 4 pour les PImax, une dizaine de manœuvres pour les SNP, pour qu'on soit sûr que le patient est arrivé au maximum, et avec un temps d'apprentissage de manière à obtenir le meilleur résultat possible. Et donc ça donne ce type de résultat. Ici, des patients normaux, vous voyez, qui descendent à 95 cm d'eau. Une faiblesse qui est déjà importante, puisqu'on n'est plus qu'à 35 cm d'eau. Et là, une atteinte majeure qu'on peut voir, par exemple, dans les myopathies de Duchenne très évoluées. Et vous voyez déjà qu'ils ont plus de mal à faire ce sniff très rapide et très court. L'examen est de moins bonne qualité. Et là, on n'a plus que 10 cm d'eau de pression respiratoire, ce qui est une atteinte majeure. Et donc, si on veut retenir les chiffres, pour les SNP, on considère là aussi pour les hommes que des SNP supérieurs à 70 cm d'eau et pour les femmes des SNP supérieurs à 60 cm d'eau sont des SNP normaux, il n'y a pas d'atteinte des muscles inspiratoires majeurs. Et puis, il ne faut pas oublier d'explorer les muscles expiratoires. Donc on va
voire l'atteinte des muscles expiratoires sur les EFR avec la diminution du volume de réserve expiratoire. Mais surtout, on peut faire la même manœuvre que je vous ai décrite tout à l'heure en insuffisance respiratoire évoluée, puisque comme je vous l'ai dit au début, l'hypercapnie est essentiellement nocturne, et elle ne devient constante et dure qu'à un stade évolué de la maladie. Donc c'est un critère de gravité très important et qu'on va prendre très au sérieux. Sauf, alors je mets un bémol, c'est pour la myotonicténaire. Comme je vous disais, les mécanismes de la maladie sont compliqués. On trouve des patients qui ont des hypercapnies qui paraissent durées par rapport à l'atteinte musculaire respiratoire, et donc où ça peut être un peu difficile de savoir s'il faut considérer ce critère pour la mise en route de la ventilation. C'est une pathologie vraiment qui est particulière en ce qui concerne les indications de ventilation. Et puis dernier point, c'est l'exploration du sommeil. On a vu que l'hypoventilation alvéolaire commençait la nuit, et donc c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir des données au maximum pendant la nuit, parce que c'est les premières manifestations de cette atteinte respiratoire, et on voit ici, avec la diminution de la capacité vitale, une apparition d'une désaturation au cours de la nuit. Et donc c'est corrélé à cette atteinte respiratoire. Donc quel examen? Eh bien là, ça va dépendre des moyens de disposition. Idéalement, on aimerait avoir tout. C'est un examen du sommeil, des mouvements respiratoires au cours du sommeil, avec une mesure de l'agapnie, parce que ça nous montrerait de façon la plus fine possible l'hypercapnie, mais on sait bien, et ça je pense même partout, qu'on n'a pas accès si largement à ces examens-là. Donc là j'ai pris du pire entre guillemets au meilleur, donc au moins une oxymétrie nocturne, mais qui va être moins, parce que, donc qui va être beaucoup moins informative, parce que l'oxymétrie moins bien l'hypoventilation alvéolaire que la capnie. Donc on utilise en France de plus en plus souvent, quand on y a accès, parce que c'est des appareils qui coûtent cher, des capnographes transcutanés pour essayer de dépister l'apparition de l'hypoventilation alvéolaire nocturne. Et quand on peut, on va les coupler à une polygraphie ventilatoire qui va nous informer sur les événements respiratoires qui se passent au cours du sommeil. Et pour certains patients, donc c'est plutôt ces examens-là qu'on va utiliser en dépistage, et puis pour certains patients, on va aller jusqu'à une polysonographie quand on pense vraiment qu'il y a des symptômes d'apnée à prendre en charge. Donc c'est des informations qu'on va rechercher, une hypoventilation alvéolaire ou un SAS, et donc on va voir sur l'hypoventilation alvéolaire des phénomènes comme ça avec une désaturation progressive associée à une augmentation de la capnie avec ces phénomènes de désaturation. Et on voit des épisodes d'hypoventilation alvéolaire au début qui ne touchent que le REM, et puis après, avec l'évolution de la maladie, qui peuvent toucher l'ensemble du sommeil. Donc ça, ce n'est pas exclusivement l'hypoventilation alvéolaire, on peut aussi avoir des apnées, et par exemple, dans la myotonicténaire, on trouve de multiples types d'expressions respiratoires nocturnes, avec des phénomènes d'apnée très importantes, qui sont parfois des apnées obstructives, mais aussi, comme on voit ici, parfois des apnées centrales qui vont être plus difficiles à prendre en charge. Donc si on regarde quel type d'anomalie on peut retrouver, dans les Duchenne, chez les adultes en général c'est des phénomènes d'hypoventilation, mais on retrouve en particulier dans les populations pédiatriques des symptômes d'apnée obstructive, donc qui sont plus fréquents que dans la population générale. C'est un peu le cas aussi dans les amyotrophies spinales, on a les deux types de présentation, les symptômes d'apnée obstructif et des hypoventilations alvéolaires. Et puis après, là, vous avez toujours le sténaire, c'est toujours le cas à part, où lui, il peut tout faire, des apnées centrales, des symptômes d'apnée obstructive, des hypoventilations alvéolaires, des mouvements périodiques des jambes, et surtout qui est caractérisé par cette hypersomnie diurne majeure, qui n'est pas toujours en rapport avec l'atteinte des muscles respiratoires. Et puis, par exemple, le déficit en baldacine hallucinatoire diaphragmatique prépondérante, on voit plus souvent des phénomènes d'hypoventilation alvéolaire que de SAS obstructif. Donc, comment on va prendre en charge cette atteinte respiratoire? Donc, on a vu qu'on se retrouve dans une situation où, soit par augmentation de la charge, ou soit par dégradation de la maladie, ou une combinaison des deux, on est à l'état de déséquilibre, on est à l'hypoventilation alvéolaire. Et donc l'objectif, ça va être de suppléer les muscles respiratoires pour se remettre à une situation d'équilibre. Et à l'heure actuelle, le traitement symptomatique qui est la ventilation mécanique. Cependant, on a vu tout à l'heure, ce n'est pas uniquement une atteinte des muscles inspiratoires. Il faut se poser la question de la prise en charge d'autres atteintes musculaires respiratoires. Donc autant la suppléance des muscles inspiratoires, c'est la ventilation mécanique, mais quand on a atteinte majeure des muscles expiratoires, il va falloir ajouter des petits de désencombrement.
Alors, pourquoi les ventiler? Donc ça, c'est des premières données. C'est les premières données lorsque les patients étaient ventilés avec, par trachéotomie au long cours, ce qui en France a permis les premiers retours de patients à domicile et avec un très bon résultat chez les populations présentant des maladies neuromusculaires, ce qui n'a fait que se confirmer. Alors, je suis désolée, je crois que c'est dans le temps. Donc, je vais vous remontrer des tableaux de survie pour essayer de vous convaincre que c'est très important de ventiler ces patients. Donc, j'ai des courbes qui sont mieux accessibles un petit peu après. Et donc, actuellement, qu'est-ce qu'on va utiliser comme critère pour décider de ventiler les patients? Eh bien, c'est l'association de symptômes, mais en se rappelant que c'est quand même quelque chose qui peut être difficile. Il faut aller chercher les symptômes, il ne faut pas attendre qu'ils viennent à nous, parce qu'ils sont souvent peu importants. Et puis des critères objectifs qui traduisent l'atteinte respiratoire, donc avec une hypercapnie, vous voyez que c'est une hypercapnie, on est très sévère, dès 45 mm de mercure, on considère qu'il y a une indication de ventilation, une hypercapnie diurne, une diminution de la saturation nocturne pendant plus de 5 minutes, et une atteinte musculaire respiratoire qui va être importante, donc à partir d'une CV inférieure à 50% ou des PIMERX inférieurs à 60 cm d'eau. Ça va être les critères qu'on va utiliser pour poser les indications de ventilation. Cependant, donc ça c'est des, vous voyez, c'est des critères qui sont assez vieux, ils n'ont pas été réactualisés pour l'ensemble, c'était l'ensemble des pathologies restrictives et neuromusculaires, donc c'est 99. Et après, quand on regarde avec le recul et l'expérience, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut moduler ces critères en fait en fonction des pathologies, de leur caractère évolutif ou non, de la rapidité de l'évolutivité, et ça va dépendre aussi de la vitesse de déclin de la capacité vitale. Et donc, raison pour laquelle il est important d'effectuer une surveillance régulière de l'atteinte respiratoire pour juger si apparaissent des symptômes, si l'atteinte respiratoire se dégrade. Donc ça, c'est pour vous montrer, donc c'est avec deux petits exemples un peu extrêmes, c'est l'évolution des patients après la mise sous ventilation. Vous voyez, en fonction de la pathologie, c'est pas du tout la même chose. Ici, vous avez la sclérose latérale amyotrophique avec une dégradation extrêmement rapide et un décès majeur dans les mois qui suivent, alors qu'on a maintenant des survies prolongées pour les patients du chêne de Boulogne. Et ce qui s'explique aussi parce que même si c'est une maladie évolutive, les Duchenne de Boulogne ont tendance à perdre entre 5 et 6% de capacité vitale par an, alors qu'une SLA avec atteinte respiratoire, c'est de l'ordre de 3 à 4% par mois. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc on imagine bien que les critères de ventilation vont être différents. Donc pourquoi les ventiler? Donc les Duchenne, par exemple, c'est bien démontré qu'on améliore leur survie. Ici, donc c'est les cohortes historiques anglaises, donc ça c'est avant la mise sous ventilation, enfin, vous voyez, les patients mourraient vers 20-25 ans, et après la mise sous ventilation, vous avez 50% des patients qui survivent au-delà de 30 ans, et ça c'est des séries plus récentes, japonaises, avec aussi des cohortes historiques, donc avant le début de la ventilation, avec un décès entre 20 et 25 ans. Après le début de la ventilation, donc ça c'est dans les années 90, l'introduction à la trachéotomie, donc vous voyez que la survie a largement augmenté, et que maintenant avec les techniques de ventilation non invasive et associées à la prise en charge cardiologique, il y a une différence de prise en charge cardiologique entre ces deux cohortes, on a également des survies très prolongées, avec de façon fréquente des patients qui ont 40 jusqu'à 45 ans maintenant dans les cohortes qu'on suit. Donc on se dit, ils ont une atteinte systématique, ils vont mourir si on ne met pas en place une ventilation. Est-ce qu'il ne faudrait pas la mettre tout de suite, avant même qu'ils soient symptomatiques? Et donc ça, c'est une étude qui ventilait de façon systématique les patients du chêne avec des CV entre 20 et 50%. Pourquoi 20%? Parce que 20%, en dessous de 20%, c'est là où on commence à avoir des signes d'hypoventilation nocturne diurne avec une hypercapnie diurne. Et là, on n'a souvent pas de signe clinique dans ce créneau-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Et bien, en fait, les patients qui ont été ventilés de façon précoce mourraient plus que les patients qui n'étaient pas ventilés de façon précoce, de façon un peu paradoxale. Mais en même temps, ça se comprend aussi parce qu'on a une seule cartouche. Et faire de la ventilation, alors qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'on a peu de bénéfices cliniques, souvent c'est difficile. Et après, quand les patients ont vraiment besoin, on ne peut plus les ventiler. Donc, pour les Duchenne, on a des critères qui sont beaucoup plus larges. Et en général, on ne les ventile pas avant. Alors, on a toujours le critère d'hypercapnie. Quand ils sont hypercapniques, on va les ventiler. Mais en revanche, on va les ventiler avec des CD beaucoup plus basses. En revanche, vous voyez, les scléroses latérales amyotrophiques, même si elles ont une évolution très rapide, ils ont une amélioration de la survie et de la qualité de vie sous ventilation.
qui persiste au cours du temps, là c'est l'amélioration de la qualité de vie, et donc pour eux, on va être beaucoup plus large sur les critères, et là on les ventile dès 50% de capacité vitale, avec les critères que je vous ai montrés tout à l'heure, et en se posant même la question, donc ça c'est la conférence de consensus française, et en se posant même la question de se dire, en mode volumétrique, ce qui est plus facile que pour le patient que de commencer avec un mode et essayer de trouver un autre mode quand ce n'est plus approprié. Et donc vous voyez, donc ça c'est une enquête française, on voit bien que l'utilisation des modes il va varier avec le niveau des bandes du patient. Si c'est des patients qui sont ventilés avec un masque nasal, on va avoir du mal à garantir la ventilation, et on peut être amené à utiliser différentes interfaces, bucco-nasales, faciales, même parfois des masques full face qu'on va souvent réserver aux patients qui ont des complications locales, de manière à les laisser à alterner les points d'appui et diminuer les complications locales. Sur les interfaces, il y a une particularité pédiatrique qui demande de la vigilance sur les patients pédiatriques qu'on va mettre en ventilation non invasive. C'est le risque d'hypoplasie maxillofaciale. Et vous voyez ici un aplatissement du massif facial avec une rétrusion maxillaire ici, qui est très fréquente chez les patients ventilés. Là, c'est une cohorte de 40 patients avec en médiane 20 mois de ventilation. Et vous voyez que c'est extrêmement fréquent de retrouver ce type de déformation, qui ne sont pas corrélées à la maladie, au type de masque, à la durée d'utilisation des masques. Et on va préconiser dans ces circonstances des alternances d'interfaces pour essayer d'éviter ces complications. Et puis, dernier point sur les interfaces, c'est l'embout buccal, qui est une des techniques qui a permis d'augmenter la durée de ventilation. C'est-à-dire qu'on fait la ventilation de la même manière. On va mettre simplement l'administrer par un embout au niveau de la bouche, ce qui permet au patient de se ventiler quand il le souhaite, mais après de pouvoir manger, parler, et moins de contraintes au niveau du visage, parce que ça ne nécessite pas de harnais, mais ça va demander des particularités en termes de réglage du ventilateur, avec une préhension buccale suffisante, et une ventilation pour l'instant en volumétrique, mais avec des modes de ventilation qui sont en train de se développer. Donc vous voyez, c'est aussi en rapport avec la durée de ventilation. Plus le patient est dépendant de la ventilation, plus on va utiliser cette interface qui permet de le laisser à domicile avec moins de contraintes, mais avec surtout le problème de bien adapter ce mode de ventilation à domicile. On fait beaucoup de bricolage parce qu'il y a peu de solutions par les industriels. Donc le choix d'interface, ça va être un compromis entre le confort, la sécurité et l'efficacité. Et est-ce que, maintenant qu'on a beaucoup de solutions en ventilation non invasive, il reste une trachéotomie? Alors si vous écoutez John Bach, qui est un croisé anti-trachéotomie, c'est jamais, mais lui va assez loin pour ventiler les patients non invasifs. Ça c'est un patient du chêne, ça c'est un tétraplégique. Nous on n'est pas confortable pour laisser des patients qui n'ont pas d'autonomie motrice avec ce type d'interface de ventilation. Et donc quand on regarde, c'est clair que la ventilation par trachéotomie est en recul. Ça c'est des données sur l'Europe, mais ils sont un peu plus vieilles, et je suis sûre que maintenant il y a encore moins de trachéotomie. Et sur les différentes conférences de consensus, pour résumer, en fait il y a un recul des indications, et c'est vraiment en deuxième intention, quand on en échec des techniques de ventilation non invasive, ou quand il y a des troubles de déglutition majeure qui ne permettent pas de ventiler de façon non invasive efficace, ou en échec de sevrage de la ventilation invasive après des déconcession aiguë. Mais là, il faut toujours se poser la question, sur une déconcession aiguë, est-ce qu'à distance, le patient ne s'améliore pas et on ne peut pas le décaler? Est-ce qu'il y a des particularités pédiatriques? Donc ça, c'est la recommandation anglaise. Vous voyez, c'est les mêmes types d'indications, dépendance à la ventilation, échec des techniques, auquel il rajoute quand même la notion d'atteinte maxillofaciale, c'est-à-dire que ça peut être envisagé chez les patients pédiatriques où vraiment on a une déformation du visage qui peut être très embêtante malgré l'adaptation des interfaces, et eux ils retiennent ça comme indication potentielle pour envisager la trachéotomie. Le problème de la trachéotomie, c'est des complications infectieuses qui sont plus importantes, des complications hémorragiques qui sont rares et qui sont prévues essentiellement en utilisant des canules souples sans ballonnet. Et on va essayer pour plusieurs raisons de ventiler les patients sans ballonnet de ventilation. Et des lésions mécaniques comme des sténoses et des fistules qui là aussi sont rares. Les sténoses, ça a posé des problèmes si on veut décanuler les patients. Et puis les fistules qui sont rares mais qui sont des complications très graves. Donc quand on ventile un patient par trachéotomie, autant que possible, on essaie de ventiler à fuite avec une canule sans ballonnet ou à ballonnet dégonflé. Pourquoi? Parce que ça va réduire les complications trachéales, ça améliore le confort, le goût et l'olfaction parce que ça permet de rétablir un flux d'air par les moyens supérieurs et ça permet au patient de parler rapidement comme ça, parce que quand on laisse la canule, bon, on espère qu'on va ventiler le patient parce que c'est le but, mais avec les fuites autour de la canule, le patient va être en mesure de parler avec le ventilateur qui se met à parler sur l'inspiration et on peut rétablir une parole
alors que l'expiration, avec l'ouverture de la valve du ventilateur, le patient ne peut plus parler. Donc ça, on y arrive avec la majorité des patients, mais ce qu'il faut se souvenir pour obtenir ce résultat, il va falloir adapter les paramètres de ventilation pour compenser les fuites qu'on a créées, mais qui vont permettre aux patients de parler et de communiquer. Donc, VNI versus trachéotomie, ça c'est des grands débats, sachant que quand on veut vraiment être honnête, c'est des débats qui traitent aussi du système de santé dans lequel sont les patients, parce que la faisabilité, ça a une grande importance dans le choix des techniques, et c'est une des raisons pour lesquelles les anglo-saxons trachéotomisent beaucoup moins, alors qu'en France ou dans les pays nordiques, on continue à trachéotomiser, même si c'est clair, hein, les indications ont beaucoup reculé. J'ai presque fini. Donc là, c'est pour la ventilation continue. C'est pour qui? C'est pour les patients dépendants. C'est les mesures, par exemple, qu'on propose. Et patients dépendants, par exemple, des patients qui sont ventilés plus de 7 heures par jour. Donc, c'est les patients pour lesquels on va recommander d'avoir 2 ventilateurs pour éviter les pannes. Et puis, un certain nombre d'accessoires, des batteries, de façon à ce que le patient puisse sortir du domicile, adapter le ventilateur au patient, c'est-à-dire à son fauteuil. Et par exemple, en France, on a une mesure qui est la signalisation LDF pour qu'il soit prioritaire sur l'établissement du courant. Dernier point, c'est le désencombrement. Si on a une atteinte des muscles expiratoires, il va falloir prendre en charge cette atteinte. C'est indispensable pour éviter donc, de mettre en danger le patient au cours d'épisodes d'encombrement. Donc on retient donc, ce débit de pointe à la toux inférieur à 270 minutes pour envisager ces techniques. Et il va y avoir un certain nombre de techniques qui vont viser à augmenter le drainage périphérique des sécrétions et surtout à permettre la vie trachéale puisque le patient n'arrive pas à sortir des sécrétions. Les techniques pour augmenter le drainage, c'est la kinésithérapie et certaines aides mécaniques comme le relaxateur de pression et la vidange trachéale. Le kinésithérapeute a toujours son rôle très important à jouer, mais il peut être aidé de façon très significative par les techniques mécaniques, c'est-à-dire les insufflations, exsufflations mécaniques, les machines à type Cough Assist, où là aussi le relaxateur de pression peut aider en augmentant la capacité inspiratoire pour aider au débit. Et donc l'objectif de ces différentes techniques, c'est d'augmenter le débit de toux pour faire sortir les sécrétions. Donc au moins la toux assistée par le kiné, c'est très important, mais des appareils comme ceux-ci qui peuvent aider le patient, soit parce qu'on peut former l'entourage d'une part à faire les visites de kinésithérapie, mais également aider l'efficacité des séances en ajoutant des hyper-insufflations-exsufflations, des hyperinsufflations qu'on peut obtenir avec un ambulateur ou un relaxateur de pression, et éventuellement de l'air stacking, c'est-à-dire qu'on empile des volumes respiratoires, soit manuellement, ça le patient apprend à faire ça, soit avec son ventilateur, mais uniquement dans les modes volumétriques. Et donc ça va assister le travail du kinésithérapeute. Le kinésithérapeute assiste l'inspiration et fait des compressions manuelles thoraco-abdominales et peut être aidé pour l'augmentation de la capacité respiratoire, soit par un relaxateur de pression, le ventilateur, soit par un appareil d'inexsufflation. Et pour l'expiration, l'appareil d'inexsufflation, avec l'exsufflation, c'est un aspirateur à sécrétion, ça fait une pression négative et ça permet d'augmenter l'efficacité. Donc ça, c'est pour essayer de vous convaincre. Ça, c'est le patient tout seul. Ça, c'est le patient assisté par le kiné. Ça, c'est le patient assisté par son ventilateur. Et ça, c'est kiné plus ventilateur. Et vous voyez que c'est de mieux en mieux quand on associe ces techniques. Là, c'est pareil, hein, c'est le même type on voit que le kiné plus le relaxateur de pression, eh bien, ça fait mieux tant au niveau du début de pointe à la toux que la capacité finale. Et donc, c'est ces associations techniques qui peuvent rendre des vrais services aux patients pour leur éviter de se retrouver dans des conditions véhicules en danger. Et donc, un dernier mot sur les techniques instrumentales d'inexsufflation. Donc, il y a essentiellement 2 machines, c'est le Cough Assist et le Clearway. C'est des appareils qui font non seulement une capacité inspiratoire augmentée, mais une pression négative qui est à sortir des sécrétions. Et on peut le faire sur tout type d'interface. Vous voyez, chez les patients en ventilation non invasive, qui n'ont pas d'interface, chez les patients intubés, chez les patients trachéotomisés, et ça peut les aider de façon très significative dans des épisodes de désencombrement. Et le tout dernier point, c'est pour les mesures préventives spécifiques à la pédiatrie, où on va s'intéresser à l'augmentation de la capacité inspiratoire par l'hyperinsufflation, avec comme objectif d'améliorer la compliance thoraco-pulmonaire pour éviter l'enraidissement de la cage thoracique chez ces enfants et leur permettre une croissance pulmonaire la meilleure possible. Et donc, par exemple, c'est les amyotrophies spinales ou toutes ces pathologies pédiatriques avec des atteintes précoces pour les aider à obtenir une obtention de capacité pulmonaire la meilleure possible. Ça va accessoirement aussi aider au désencombrement, aider aux aidants de la survie des patients.
Et donc de se rappeler qu'il faut bien les prendre en charge sur le versant de l'insuffisance respiratoire, mais également sur l'atteinte des muscles expiratoires, parce que c'est ce qui peut leur rendre des grands services dans les périodes de décompensation. Voilà, merci. Opératoire, de la mise en place du connecteur et de la vis sacrée en percutanée, comme vous voyez ici. Les tiges sont très cintrées et puis on les passe d'une incision à l'autre en sous-aponeurologie sans aborder la totalité du rachis, ce qui permet de diminuer énormément les saignements péropératoires et ça simplifie beaucoup les suites opératoires. Voilà, donc l'une des critiques qu'on pourrait nous faire, c'est la plupart des gens, ils vont nous dire oui, vous ne faites pas d'arthrodèse, vous faites un montage léger qui tient à ces deux extrémités, et qu'est-ce qu'elles vont devenir les tiges? Elles vont casser à la longue. Sauf qu'il y a des arguments qui vont contre cette crainte et cette hypothèse. C'est qu'il y a eu des études en éléments finis qui ont prouvé qu'un montage qui est bien ancré à ces deux extrémités était aussi solide qu'un montage qui est fixé à tous les étages rachidiens. Et une étude aussi en laboratoire réalisée par un chirurgien américain, David Coley, qui a montré qu'une tige qui est bien ancrée à ces deux extrémités résiste mieux que des tiges qui sont fixées de façon un peu plus instable et qui peuvent donc se casser dans le temps. Et puis le recul, puisque maintenant nous avons plus de 5 ans de recul, nous n'avons plus aucune fracture de tige. Et un autre argument qui vous permet de comprendre pourquoi les tiges ne cassent pas par rapport à une arthrodèse, c'est que les tiges comportent une certaine élasticité, et cette élasticité, elle prévient leur fracture. Moi, c'est ce que j'ai appelé le test de trombone. C'est-à-dire que si vous prenez un trombone que vous dépliez et que vous essayez de casser, si vous le tenez à ces deux extrémités, vous allez mettre beaucoup de temps pour le casser. Alors que si vous le tenez avec vos doigts qui sont collés les uns contre les autres, au bout de 4 va-et-vient, vous allez le casser. Et c'est ce qui se passe dans les arthrodèses. Vous voyez ici, dans une arthrodèse, les deux tiges, c'est un montage rigide, les deux tiges qui sont fixées tout le long, et puis quand il y a une zone de non-fusion, c'est là où il va y avoir des micro-mobilités, et c'est ce qu'on appelle la concentration, le phénomène de concentration de contrainte, qui va finir par entraîner une fracture de tige. Alors que sur le montage bipolaire long comme ça, les contraintes sont réparties tout le long des tiges, et ce qui permet donc de répartir les contraintes et d'éviter la fracture des tiges. Et puis les dominos préviennent les contraintes en torsion, c'est-à-dire quand le patient tourne ses épaules par exemple, au lieu que la tige puisse autour d'elle-même, si l'effort est important, c'est le domino qui lâche en premier et qui tourne autour de la tige, donc ce qui protège encore ce montage de la fracture. Et puis le montage, il est télescopique. Il faut savoir que le fait d'utiliser des dominos sur le plan mécanique, ça augmente les forces de correction. C'est comme un effet palan, un effet poulie. Quand vous utilisez une poulie, vous multipliez les forces de traction ou de soulèvement. Et puis c'est un montage qui permet une distraction asymétrique, c'est-à-dire qu'on peut agir plus d'un côté que de l'autre. Et voici un exemple d'une scoliose neurologique avec un bassin oblique majeur, un déséquilibre majeur, à qui voilà, nous avons réalisé ce montage-là avec une correction qui est incomplète, certes, mais que nous avons complété secondairement. 1 an après, nous avons fait une retention asymétrique, ce qui nous a permis de corriger le bassin oblique, comme vous le voyez ici. Regardez le domino, comme il était si proche de connecteur, et regardez ici comment il s'est éloigné, et de ce côté-là, on n'a pas touché. Donc on a fait une distraction asymétrique du côté de la concavité et du côté du bassin le plus surélevé, et regardez la correction que nous avons pu obtenir. Et ça, c'est un bonheur pour nous, parce que ça nous permet d'améliorer la correction et notre résultat final, alors qu'on ne pouvait pas du tout le faire avec les arthrodèses, puisque avec les arthrodèses, tout est fusionné, et on n'a qu'à se contenter du résultat obtenu à la fin de l'intervention. Voilà donc les différentes caractéristiques de son montage. Nous ont fait l'appeler montage orthèse, c'est-à-dire pour orthèse, c'est osteosynthèse rachidienne, télescopique, élastique, stable, évolutive, et ça fait aussi allusion à une orthèse interne, parce que pour nous, ce montage, c'est une sorte de corset interne
qui va remplacer le corset externe. Il est bien plus efficace et il permet de donner un meilleur résultat et surtout une bien meilleure qualité de vie aux patients et à leur entourage. Voilà, donc dans les suites opératoires, on met assis les enfants dès que possible, des fois le lendemain même de l'opération. On fait des retentions de tige tous les 18 à 24 mois en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction de l'importance de la déformation résiduelle, en attendant la tige automatique. Et ça, c'est une avant-première, puisque nous avons mis au point une tige qui va grandir toute seule, sans chirurgie itérative, et nous attendons son homologation pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et puis l'arthrodèse finale, pour nous, n'est probablement pas nécessaire, puisque au début, on avait utilisé cette méthode comme une technique d'attente de l'arthrodèse finale, et au fur et à mesure que nous avons du recul, nous nous sommes rendus compte que l'arthrodèse finale n'était pas si nécessaire que ça, et que l'arthrodèse est un geste qui est disproportionné, et l'enfant n'a pas besoin d'une arthrodèse. Une simple instrumentation suffisamment solide permet de résoudre le problème avec beaucoup moins de frais et de risques que l'arthrodèse en elle-même. Je vais vous montrer quelques cas avec lesquels nous avons beaucoup appris, et notamment ce premier cas qui reste un cas historique dans ma carrière, puisque cet enfant-là présente une amétropie spinale infantile, et sa déformation était évolutive. Il est arrivé à ce stade-là, et son chirurgien, voyant que le traitement orthopédique était largement dépassé, il a décidé de lui faire son arthrodèse définitive. Sauf que quand il a installé sur la table, il a fait l'incision de haut en bas et a commencé à aborder le rachis, ce patient s'est mis à saigner tellement qu'il a fait un arrêt sur table. Et ils ont dû le fermer en catastrophe, le réanimer pour pouvoir le garder en vie. Et donc, je vous ai mis la photo dans le corset pour que vous voyez que ce traitement orthopédique a largement fait la preuve de son inefficacité, et ce n'est pas la peine de persévérer dans une méthode qui ne marche pas. Sauf que bon, avant, on n'avait pas beaucoup de choix, mais actuellement, on pense que l'instrumentation sans greffe va pouvoir remplacer le traitement orthopédique et les dépasser. Donc cet enfant-là, je l'ai opéré, et comme vous le voyez ici, je n'ai même pas laissé de réserve de tige, parce que pour moi, cet enfant-là, s'il allait s'en sortir de cette deuxième chirurgie, c'est déjà un exploit, et que je n'avais pas l'intention de revenir. Donc j'étais très content de pouvoir le redresser de temps, et puis l'évolution a fait que, ayant été redressé et amélioré sur le plan de ses fonctions vitales, cet enfant-là a grandi, sa croissance est repartie, sa fonction respiratoire s'est améliorée, son état général s'est amélioré, et je me suis retrouvé devant une déformation qui a évolué malgré toutes mes attentes. Et là, j'étais obligé de le reprendre pour lui rallonger son montage. J'étais obligé donc, de lui mettre 2 tiges additionnelles. Je l'ai retendu, et non seulement je l'ai retendu une fois, mais je l'ai retendu une deuxième fois, alors que ça, c'était pas du tout dans mon intention. C'est un enfant qui était passé à 2 doigts de la mort, et là, il revit. Voici donc, ça c'est des images de profil. Ça c'est l'image de ce patient quand il est arrivé à notre consultation après la tentative d'arthrodèse, avec, vous voyez ici la cicatrice, et là c'est le conflit avec le corset. C'est un enfant qui était complètement hypotonique, en conflit permanent avec le corset. Et regardez ici, 6 mois post-op, c'est un enfant très clotonisé. Je pense que Madame Frigeon a dû reconnaître la sangle de la trachéotomie autour du pouce de ce patient. Et regardez à 19 mois, la veille de la retention de tige, et regardez-le à 32 mois, comment son état général s'est amélioré. Et cet enfant, il a pu donc retrouver une meilleure qualité de vie. Ça, c'est un deuxième exemple que j'ai opéré aussi il y a 2-3 ans, de syndrome de West, qui avait des mouvements choréoatétosiques permanents et qui ne tolérait pas du tout l'appareillage, le corset, et on l'a opéré avec une chirurgie mini-invasive, et vous voyez un peu le résultat qu'on a pu obtenir avec un minimum d'agression chirurgicale.
Ça, c'est un troisième cas, une même professionnelle infantile. Là aussi, 9 ans, résultat du traitement orthopédique, c'était une jeune fille qui s'asseyait pratiquement sur son ventre oculaire, tellement son bassin était oblique. Et les spécialistes de la respiration comprennent bien pourquoi elle ne peut pas. Et regardez le résultat de la chirurgie mini-invasive, et notamment, regardez un petit peu la transformation de sa cage thoracique. Allez, photo des radios de profil. Et ici, je vous laisse voir dans quel état cette jeune fille est arrivée à notre consultation, le fruit du traitement orthopédique pendant de nombreuses années. Elle n'en pouvait plus, la pauvre, et elle n'arrivait pas à respirer, à grossir. Mais regardez là, seulement 10 mois après la chirurgie, comment elle a presque doublé son poids. Et là, moi-même, j'étais très, très étonné quand je l'ai vu, parce qu'on n'a jamais connu ça avec la prothèse. Je pense que cette méthode-là, son avantage, c'est qu'elle a permis à cet enfant de pouvoir respirer correctement de nouveau, ou dans les meilleures conditions, pour pouvoir améliorer son état général. Et tout à l'heure, Hélène Prigent, quand elle parlait des effets, des conséquences de l'insuffisance respiratoire, elle mettait altération de l'état général. Et là, ça se confirme, parce que cet enfant avait une insuffisance respiratoire telle qu'elle ne pouvait pas assimiler tout ce qu'elle mangeait. Elle était dans un état cachétique. Et regardez, avec une simple chirurgie, la transformation qu'on a pu obtenir, alors qu'avant, on n'avait pas connu ce genre de résultat. Là, c'est un autre exemple d'un syndrome du riche. Là aussi, pareil, résultat du traitement orthopédique, un tronc qui s'effondre complètement malgré le port d'un corset. Regardez, avec une simple instrumentation, et ça c'est l'un des plus anciens cas, je ne mettais pas encore les dominos et les petits tiges, j'avais mis seulement 3 crochets, mais ça a bien marché, et ça a donné. Là aussi, regardez l'état de cet enfant en préopératoire. Et regardez là, 6 mois après, elle a pris 6 kilos. Nous avons tous été étonnés quand on l'a vu arriver 6 mois après en consultation à Garches. Dans cet état-là, on n'a jamais vu un enfant prendre 1 kilo par mois après une chirurgie. Et pourquoi on ne le voyait pas après l'arthrodèse? Parce que l'arthrodèse était réalisée trop tard, à un âge avancé, avec une déformation avancée, donc c'était au bout du rouleau, et l'arthrodèse était une agression supplémentaire sur l'organisme de l'enfant qui était tellement affaibli, alors qu'ici, on les prend un peu plus tôt, on leur redonne une meilleure fonction respiratoire, et ces enfants-là, ils revivent de nouveau, puisque la maman de cette jeune fille, quand elle m'a amené, elle m'a dit, je voyais ma fille mourir à petit feu, et je n'étais pas du tout certaine que vous alliez accepter de l'opérer ou que vos anesthésistes allaient accepter de l'endormir, tellement elle était dans un état catastrophique. Voilà, ça c'est un dernier cas pour vous montrer les autres applications que l'on peut faire pour cette chirurgie mini-invasive. Le nouveau cancer, ce sont les troubles dans le plan sagittal avec les psychoses d'effondrement. Et regardez ce qu'on a pu obtenir chez cet enfant-là qui tolérait mal le corset et qui, quand c'était un enfant marchand, quand il marchait, et regardait ses pieds, regardait le sol, il était obligé de se mettre en hyper-extension de la tête pour pouvoir regarder devant lui. Voici donc dans quel état il était et dans le résultat de cette correction. Voilà, donc en conclusion, la chirurgie mini-invasive est pour nous une très très bonne alternative au traitement orthopédique et surtout à l'arthrodèse, sauf qu'il faut la proposer de plus en plus jeune sur des scolioses évolutives mais qui sont encore à un stade où elles sont encore sous-périodiques. Et puis sur le plan technique, ça c'est un message pour les chirurgiens, il est absolument impératif de respecter certaines recommandations pour éviter les complications et les risques d'échec de la méthode. Voilà. Une
présentation aussi excellente que celle de Dr Miladi. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre expérience récente de la chirurgie de la scoliose neuromusculaire à Inti-Motion. C'est une expérience qui est très récente, qui date de 2 ans. Donc, comme introduction, les déformations rachidiennes à cet effet, donc là pour l'adolescent, donc le gold standard de la chirurgie de croissance dans notre hôpital, c'était la tige de croissance avec un montage minime sous forme de coxie interne avec 3 implants en haut, 3 crochets et 2 vis pédiculaires en bas qui est nommé H3S2 pour les différents types d'étiologies de déformation rachidienne, scoliose hépatique, malformative et dystrophique. Le traitement de déformation, etc., et qui sont suivis dans notre établissement. Donc l'âge varié entre 10 et 27 ans, et c'est des malades qui nous venaient et être adressés des 4 coins du pays, plusieurs wilayas, à savoir l'extrême est, Biskra, Daya, et de la région de l'Ouest, à savoir Mostar, Oran et Ain-Moujin. De 9-10 ans, 3 dystrophies de Duchenne, travail en consultation regroupé pour recevoir, elle s'excuse pour son absence à cause de raisons familiales et qui m'a confié quelques topos de sa communication pour voir et étayer son travail sur l'évaluation d'un syndrome restrictif qui n'était pas sévère. Souvent, quelques malades étaient accompagnés d'un syndrome obstructif. Donc, sur la règle de gestion bronchopulmonaire de renflement d'apnée et des signes d'hypercapnée, toujours nos malades ont été menus d'une radio. Nos malades étaient mis sous traitement orthopédique avant qu'ils étaient adressés à nous. Généralement, on a remarqué le standard qui est actuellement réalisé en fin de croissance. Donc, on attend la déformation dans le corset. Donc, alors, comment on a préparé ces malades, comment on les a reçus dans notre service? Donc, les préparations préopératoires étaient nécessaires après l'examen clinique, notre chirurgie. On n'a pas besoin d'ouvrir tout le dos. Et le résultat final sur la radio est fait sur table opératoire. Le montage bilatéral au bassin chez le patient avec une fixation très solide pour mettre l'amélioration on a remarqué l'amélioration de la déformation rachidienne et la pour rester auprès de la maman et un petit peu se sentir de la chaleur de la maman. On va s'enforcer avec l'escarpe, vous voyez sur l'implante iliaque, une déformation très importante et l'obliquité aussi. Donc très importante de son bassin. Le fauteuil roulant et après, je pense, août dernier, la brassesse roulante ne revenait plus. Maintenant, il y a 6 mois du dos, une scoliose à double rayon. Vous voyez sa radiette. Quoi comme matériel, il allait prendre cette masse musculaire qui répond à nos conditions de travail.